Cette histoire est inspirée de faits réels. Certaines scènes peuvent choquer les plus sensibles. Cette histoire est une fiction et ne remplace en aucun cas l'enquête en cours ou l'affaire classée dont elle s'inspire. Si vous possédez des informations susceptibles de faire avancer une enquête, faites-en part aux autorités compétentes. Plus d'informations en description. Rafadam. La disparition d'Elie Lavelle. Praia da Luz, Portugal, mai 2007. Sarah pose un bras autour de son mari, Monsieur Lavelle, David de son prénom. En face d'eux, un ami de longue date, Matt Finn. Il a les joues rosies par le rosé. Il rit. Il fait bon à Praia da Luz. Ils ont tout pour s'endormir, la tête pleine de belles impressions. Les petites maisonnettes recouvertes de chaux, la gentillesse des commerçants et ce soleil qui envoie ses rayons d'or sur la mer turquoise. Londres n'était plus qu'un lointain souvenir, avec sa chape de grisaille, ses rues bondées et cette odeur, un mélange de crasse, de pollution et d'humidité. Oui, décidément, le Portugal en mai, c'était le pied. « Il faut que j'aille voir si Ellie dort bien, » dit Sarah. « Non, » intervient Matt. « Laisse-moi y aller, faut que je passe au petit coin en plus. Et je crois que vous avez des choses à vous dire, vous deux. » David et Sarah Lavelle le regardent s'éloigner entre les tables du restaurant de tapas. Ils remontent la petite rue en pente, jettent un œil à la lune, bien ronde dans le ciel dégagé. On voit si bien les étoiles, la nuit promet d'être douce. La location des Lavelle est au rez-de-chaussée, à une 50aine de mètres plus haut. Il entre par la réception de l'Ocean Club. Monsieur Da Silva lui dit bonjour, le sourire aux lèvres, ce qui agrandit sa moustache, déjà généreuse. « Je vais voir si la petite dort. »« Je vous en prie, monsieur. » Matt Finn s'engage dans le couloir. Une rangée de chambres sur la droite et la gauche. Un village de vacances bon marché, mais de qualité. Un bon plan. Il arrive devant la chambre 34. Se fige, car il croit entendre du bruit. Son cœur s'emballe. Aussi s'empresse-t-il de mettre la clé dans la petite serrure. Il a du mal à ouvrir à cause de l'alcool. La porte s'ouvre enfin, et il est immédiatement rassuré par la vue du lit simple près de la fenêtre. Ellie, la fille des 3 ans des Lavelle, dort profondément. Une lampe de chevet éclaire son front innocent. Il va uriner au WC à pas feutrés. Il s'assoit sur la cuvette pour ne faire aucun bruit, puis revient en souriant. Il referme la porte d'entrée avec précaution. Elle grince un peu sur ses gonds, sans toutefois réveiller l'enfant. Il ferme à double tour et revient à table. « C'est tout bon ?» demande David Lavelle. « Elle dort comme un bébé. Bon, plutôt normal vu son âge. Bon, vous avez réglé cette affaire de chien ?»« Non, pas moyen, » dit Sarah. « La mère de David vient de nous écrire que c'est pas hygiénique. Elle nous dit que les chiens l'adorent, mais qu'il est hors de question qu'un chien entre chez elle. Conclusion, on ne pourra pas compter sur elle pour le garder. » Et donc quoi, vous allez renoncer à prendre le chiot ? David regarde sa femme comme pour lui dire « Je t'aime ». Oh, ma mère est têtue, t'as pas idée. Je lui ai dit que si elle voulait garder Ellie, faudrait qu'elle garde aussi le chien. Parce qu'on fait ça surtout pour la petite. C'est devenu un sujet récurrent. Pas un jour sans qu'on ait droit au fameux « ouf, ouf ». Je ne sais pas de qui elle tient cette obsession, mais dès qu'elle voit un chien, elle court le caresser. Le serveur leur demande si tout va bien. Matt a le regard espiègle et sans même demander leur consentement, commande une autre bouteille de rosé. Ils discutent de tout et de rien. 30 minutes plus tard, Sarah Lavelle est prise d'un mauvais pressentiment. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demande Matt. « Tu t'as dit que la petite lampe de chevet était allumée ? J'ai pas tilté sur l'instant, mais j'avais tout éteint. »« Ah, bah non, la petite lampe était allumée. C'est peut-être Ellie qui l'a allumée. » « Faut que j'aille voir. Excusez-moi les garçons, je reviens. » Elle se lève, croise le regard interrogateur de son mari, puis s'éloigne avec élégance. C'est une femme qui a des manières, mais ses manières font aussi son charme. Mince et élancée, elle porte une robe blanche et une veste en jean bleu. Un coup de soleil a rougi son front. Mais la rougeur se convertira en bronzage d'ici 1 ou 2 jours.
Devant la porte 34, Sarah a le cœur qui résonne dans ses tempes. Elle est même prise de nausée. Elle met la clé dans la serrure et s'empresse d'ouvrir. La lampe de chevet est éteinte. La lumière du couloir éclaire tout juste la moquette bas de gamme au sol. Elle tâtonne au mur et s'empresse de relever l'interrupteur. Ses yeux mouillés scannent la pièce. Elle est un peu ivre. Mais elle a encore toute sa tête. Il y a là un lit. Et Ellie n'est pas dedans. Le lit est vide. La fenêtre est grande ouverte. Et les volets aussi. On peut voir la pleine lune éclairer le bitume de la rue. Le sang quitte les veines de son visage. Elle parcourt la pièce, va dans la salle de bain, regarde dans la chambre à coucher, sous le lit, dans les armoires. Mais rien. « Ellie ?» dit-elle à haute voix. « Ellie ?» Aucune réponse. La fillette aux cheveux d'or est introuvable. Elle se penche à la fenêtre ouverte, mais ne voit qu'une route et une série de voitures garées le long. Sur sa droite, la rue qui mène à la plage et au restaurant de tapas. Elle pense à une fugue, mais Ellie n'a que 3 ans. Comment pourrait-elle ouvrir la fenêtre et les volets? Et pour quelle raison? La fillette est du genre obéissante, mignonne comme tout. C'est la panique. Elle pose une main sur sa poitrine et court à la réception. Il est 22 heures. Da Silva lui dit qu'il n'a rien vu. Pris lui aussi de panique, il prévient le manager du village vacances. Un vacancier en train de siroter une bière dans le hall s'approche pour aider. « Ma fille n'est pas dans sa chambre, » dit Sarah avec empressement. « Je dois prévenir mon mari. »« Je viens avec vous, » dit l'homme d'une 50aine d'années. Tous deux reviennent à la table. David se lève d'un bond. Sur la terrasse, on chuchote. « Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. » Le serveur s'approche pour comprendre. Matt, resté en arrière, lui explique et paie par carte à la va-vite. Les parents Lavelle sont déjà sur la route. Ils organisent les recherches. À commencer par la chambre. D'autres vacanciers se joignent aux recherches. On inspecte les environs proches. En vain. C'est alors qu'ils donnent l'alerte. David compose le 112, numéro d'appel d'urgence commun à toute l'Europe. La gendarmerie portugaise arrive sur place. Il est 22h41. Et les recherches vont se poursuivre jusqu'à 4h30 du matin. Ellie s'est volatilisée. Aucune piste. Les premiers témoins arrivent bien plus tard, beaucoup trop tard. Comme la police d'ailleurs, qui aura mis plus de 40 minutes à arriver sur place. Quelques heures plus tôt. Chris a presque la trentaine. Son regard vitreux et porcin inspire le dégoût. Mais de là à imaginer que c'est un criminel. Dans ses bras, la petite Ellie. Il est surpris qu'elle ne crie pas. Elle ne pleure pas non plus. Elle a juste l'air ensuquée et ses paupières sont un peu lourdes. Chris jette des regards furtifs ça et là. Un couple revient de la plage et le croise. Il évite de les regarder et continue comme si de rien n'était. Après tout, il peut passer pour le père de l'enfant. La voiture n'est plus très loin. Il a prévu son coup, 3 jours qu'il observe les Lavelle. Il place l'enfant sur la banquette arrière, l'attache et prend le volant. La fillette n'ose pas parler, mais elle sent que quelque chose est bizarre. « Maman, maman, dit-elle, maman. » Mais dans l'habitacle, sa complainte ne reçoit aucune réponse. Chris Brunner conduit calmement, insensible. Dans le rétro central, il peut voir la petite se rendormir. Il accélère, un peu gagné par l'adrénaline, direction un camping à 10 km de là. Sur la route, il ne croise aucune voiture de police. À croire que personne ne surveille par ici. Il prend un chemin de terre, quelques tentes ça et là, pas grand monde. Il se gare près d'une caravane garée à l'écart, au revêtement décrépit. Des canettes de bière jonchent le sol. Il ouvre la portière arrière et prend Ellie par la main. Elle le suit docilement. Il ouvre la caravane, regarde derrière lui et l'aide à monter les quelques marches. Dedans, ça sent le renfermé. Un t-shirt mouillé sèche sur la poignée du four. Tout est sale. Sur la table, un laptop plein de miettes et de taches de chocolat. Une clé USB non loin, et dedans, des centaines d'images pédophiles. Et des films,
dont certains réalisés par Chris Brunner en personne. On l'y voit avec une fille de 14 ans attachée à un pilier. Il l'oblige à lui faire une fellation. Dans un autre film, il fouette une dame de 70 ans avant de la souiller. Ces images, ce sont ses trophées. Mais pour la petite Ellie, il a une autre idée. Son téléphone sonne. « Ouais ? Je suis avec la petite. Déstresse un peu. Le couple a déjà dit oui, ils ont versé la moitié. Ouais, rejoins-moi. Faut pas trop s'hasarder. Non, ça a été. Un gars est venu voir, mais je me suis caché dans le placard. La petite a pas pleuré. Étrange. Allez, file, rejoins-moi. » Il raccroche. C'est donc ça l'idée. Revendre la petite Ellie à un couple stérile et sans scrupules qui désire un enfant. Mais maintenant qu'elle est là, devant lui, avec son petit pyjama rose, il sent l'excitation monter dans le bas du ventre. Ne vous y trompez pas. Sous ses airs d'alcoolique relativement inoffensifs, Chris Brunner est un ogre, un monstre. Et en 2007, ce n'est pas le seul récidiviste qui rôde dans la région. À ce jour, nul n'a revu la petite Ellie. On a bien retrouvé en juillet 2015 le corps en décomposition d'une fillette dans une valise. Mais les tests ADN ont révélé que ce n'était pas le corps d'Ellie. Et en février 2023, une dénommée Julie déclare avec une conviction totale être Ellie, bien des années après les faits. Tout ça à cause d'une thérapie et d'une enfance floue que ses parents refusent de commenter. Mais ce n'est qu'une jeune femme qui cherche à élucider son passé et qui croit sincèrement être la fillette disparue, qui fait couler tant d'encre et de larmes. Où est Ellie Lavelle ? Personne ne le sait. On l'a dit morte, enterrée quelque part. Mais sa disparition reste un mystère. Pour protéger nos enfants et ceux des autres, soyons tous vigilants. Nos pensées respectueuses vont aux familles de la victime. Que la lumière soit faite sur cette affaire. L'affaire Elizabeth Powell. 15 janvier 1947, Los Angeles. Je m'appelle Ralph Dewinski. Jeune enquêteur, on m'a mis sur cette affaire. Je suis planté là, à quelques mètres de moi, une femme étendue dans l'herbe du terrain vague. Elle a le visage lacéré. Un sourire a été dessiné au couteau ou au scalpel d'oreille à oreille. Ses tétons ont été découpés. On l'a sectionné au niveau de l'abdomen. Les jambes sont étendues un peu plus loin, dans le torse qui a été vidé de ses organes. Je devine un objet en or, une montre. Je n'entends plus la foule des badauds et bientôt des journalistes derrière moi. Mes deux agents peinent à tenir les curieux à distance. On vient d'appeler les renforts. C'est une femme qui faisait son jogging ce matin qui nous a prévenus. Elle est en larmes, toute blanche, assise sur l'un des bancs publics. Le teint blême, elle est recroquevillée sur elle-même, son mari tente de la calmer. Il faudra sans doute qu'elle voie un psy. J'ai des sifflements dans les oreilles. Je prends une bonne bouffée d'air et je m'accroupis près du corps. C'est très dur. Vous n'avez pas idée. Vous comprendrez peut-être à la fin de ce récit. Qui a bien pu faire ça ? Me demande Kevin, le jeune que je suis censé former. C'est le fils du maire. Je ne réponds pas tout de suite. J'observe, je ne juge pas. Je m'imprègne de la scène, je demande l'appareil photo, je tiens à faire certains clichés moi-même. Le point de vue, le regard change tout. Une photo, c'est une perception, une œuvre d'art, tout comme ce corps placé volontairement ainsi. Celle ou celui qui a fait ça, que je dis, était très en colère contre elle. En entendant ma propre déclaration, je me dis que c'est con à dire, que c'est pas digne d'un enquêteur, mais j'aime bien commencer par les bases, les hypothèses les moins risquées. On fait rapidement fausse route sur ce genre d'affaires. Un homme, je pense, que j'ajoute. Je crois qu'il se connaissait bien. Tu vois la coupe ici, je lui montre le tronc,
Il met une main sur sa bouche. Seul un pro est aussi précis. Un chirurgien ou un médecin légiste. Quelqu'un qui a l'habitude de découper des corps. Je me relève pour regarder à l'intérieur du tronc. Et cette montre, il ne l'a pas oubliée. Elle a été soigneusement déposée là. Le tueur veut nous dire quelque chose. La bouche tranchée de part en part. Elle recèle aussi un message, tout comme la position des bras. C'est un artiste, ou du moins quelqu'un qui a l'art en haute estime. Ce serait donc à la fois un scientifique et un artiste ? Oui. Je pense à un chirurgien féru d'art. Il n'a pas aimé ce qu'elle a dit. Ce qu'elle représente. Il en a fait un objet d'exposition. Je me relève. Je viens d'assembler les pièces dans ma tête. Soudain, je me retourne et j'hurle. « Vous allez reculer ? J'ai une femme découpée en deux, alors si vous voulez bien nous laisser travailler. » Mes deux agents me regardent par-dessus l'épaule tout en repoussant les badauds toujours plus nombreux. Ma déclaration fait un peu son effet. Les journalistes du Hello LA sont déjà là. Faut faire vite. Je regarde autour de moi, quartier résidentiel, la classe moyenne, attenant au quartier des poches avec leur villa de luxe. Si j'ai affaire à un chirurgien, il doit bien gagner sa vie. J'ai affaire à un homme riche qui fréquente la haute et les artistes. Boum, une image me vient. Une peinture de Man Rodo, un surréaliste. Une peinture intitulée « Le sourire du firmament ». Oui, je tiens quelque chose. Et cette montre, que représente-t-elle? Le temps, bien sûr. Et quel rapport avec Man Rodo? Eh bien, l'artiste n'a-t-il pas dit qu'il fallait inclure le temps dans toute œuvre qui se respecte? Ça y est, je tiens mon profiling. Un chirurgien qui admire Man Rodo. Quelqu'un qui le connaît peut-être. Après tout, je connais pas mal de rumeurs sur les surréalistes de LA. Ce sont des pervers, des sadiques. Ils ont le marquis de Sade sur leur table de chevet. Les femmes ne sont que des objets sexuels pour eux. Mais de là à découper celle qu'on identifierait comme Elizabeth Powell, une jeune actrice de 22 ans qu'un journaliste a surnommée le Dahlia noir à cause de ses cheveux. Peut-être qu'elle l'a rejeté. Et en homme conquérant à qui on ne refuse rien, il ne l'a pas supporté. Alors il a pris le contrôle, il l'a tuée, l'a vidée, l'a exposée, l'a manipulée comme un objet. Mais je connais cette colère. Plusieurs années de service m'ont appris une chose. L'homme qui fait ça, la plupart du temps un blanc, récidive. Sa colère est un puissant fond. Rien ne peut satisfaire la soif de sang d'un sadique. Seule la chaise électrique peut calmer leurs ardeurs. Vous me passez tout ça au peigne fin, que je dis à Kevin. Son torse se bombe, il est fier de se voir confier une telle responsabilité. Moi, je vais informer le chef. Il va falloir qu'il passe à la télé. Et tout en disant cela, je regarde dans la foule, à la recherche du sadique. Peut-être qu'il est là, parmi eux, à observer son œuvre, à se jouer de nous. Mais je ne m'attarde pas. Je sais que je l'aurai. La colère monte en moi. Je vais perdre le jugement critique. Je dois m'éloigner. Un flic qui vous dit qu'il n'a fait qu'exercer son métier est un menteur. On a des émotions, nous aussi. Et dans ce genre d'affaires, ça devient très personnel. Certaines affaires durent toute une carrière. Certains en perdent la raison. Il y a eu un autre meurtre, même zone, même sourire taillé dans la chair. La femme est sur le ventre cette fois. Sur son dos est écrit en lettres de sang « Fuck you, Black Dahlia ». C'est notre homme. Je vous l'avais dit, il emportera sa colère dans la tombe. On a déjà une dizaine de types qui ont avoué tuer Elizabeth Powell. Mais aucune preuve. Son ex, John Wilson, est aussi hors jeu. Il n'aurait pas pu découper le corps comme ça. C'est un crime passionnel, mais c'est quelqu'un d'autre. Je sonne à l'imposante porte de bois. Man Rodo, l'artiste, m'ouvre, en pyjama de soie. Il rajuste ses lunettes, étonné de me voir, il me laisse entrer. Je n'en aurai pas pour longtemps, monsieur Rodo. Je lui décris la scène du crime.
Puis je lui demande s'il a dans ses connaissances un médecin ou un chirurgien. Il me dit que oui, des dizaines. Je prends les noms puis je le laisse. Sur le canapé, 2 femmes dorment. Elles sont jeunes mais pas mineures. La table basse est jonchée de liqueurs et de drogue. Manrodo est nerveux. Il ne s'attendait pas à cette visite matinale. Au bureau, j'ai eu 2 mauvaises nouvelles. La première, on me retire l'affaire sans explication. Du moins, on me dit qu'on a besoin de moi ailleurs. La deuxième nouvelle, c'est que je n'ai plus accès aux preuves. Normalement, elles sont toutes archivées au sous-sol. Mais là, elles ont disparu. On refuse de me dire si elles ont été déplacées. Un petit conseil, Dewinski, me dit mon chef. Concentrez-vous sur la formation du jeune Kevin. Vous et lui, vous avez une belle carrière devant vous. Si vous avez besoin de parler à Margaret ou prendre quelques jours, pas de souci. Margaret, c'est la psy du service criminel. Le chef a tenté de noyer le poisson. Comme quoi j'étais trop impliqué. Émotionnellement. Je n'ai rien dit, il a raison. Mais je ne suis pas tout à fait le jeune enquêteur qu'il décrit. J'ai de la bouteille, cette affaire dérange. Le département est corrompu, sinon, pourquoi m'écarter alors que je suis si bien embarqué? Pourquoi faire disparaître des preuves? La presse a cessé de parler du Dahlia noir du jour au lendemain. Mais il y a eu d'autres meurtres. Des corps de femmes retrouvés dans des terrains vagues, toutes dans la même zone, toutes mutilées, de la façon la plus atroce. Et puis un jour, j'étais au comptoir à boire mon café au lait, et un homme m'a abordé. Il portait une petite moustache et un complet. Il pose son chapeau rond devant lui et me dit tout de go. « Mon fils veut devenir flic. Il rêve d'enfermer les méchants. » Je souris à demi et jette un œil sur le garçonnet et son pistolet de bois. « Je vous connais. »« Non, pardon. Permettez-moi de me présenter, Monsieur Dello. » Je lui serre la main. Sa poignée est ferme. Son aura me dérange. Il est propre en tout point, sauf au-dedans. Je me tourne légèrement vers lui, pris d'une intuition. « Vous étiez là ce jour-là. Quand on a trouvé le Dahlia noir, vous étiez dans la foule. » « Oui, j'étais là. Quelle atrocité. » Je plonge mon regard au fond de ses yeux. J'y devine de la cruauté. « C'est vous, n'est-ce pas ?» Il a un petit rire nerveux. Il lève le bras pour commander un espresso et un verre d'eau. « En imaginant que ce soit moi, inspecteur, vous n'avez rien pour me coincer. » J'ai senti mon poing se resserrer automatiquement, comme s'il avait une vie propre. Mes mâchoires se sont serrées, au point de faire grincer un peu mes dents. Seul un homme coupable pourrait vous répondre ainsi. En imaginant que ce soit moi, il boit son café et son verre d'eau d'une traite. « Ce fut un plaisir, monsieur Dewinski. Je pars bientôt pour l'Asie et je ne crois pas que nous nous reverrons. » Et tandis qu'il remet son chapeau et s'apprête à sortir une main sur l'épaule de son petit, je lui lance. « Pourquoi est-ce que mon département vous couvre ?» Il s'arrête, détourne légèrement la tête et dit « Pour les avortements. Et pour tout ce que je sais sur eux. Si je tombe, votre département tombe. Au revoir, monsieur Dewinski. » J'avais envie de l'interroger sur ses motivations, mais je l'ai laissé partir. Je sentais que je perdais mon sang-froid. Il a traversé la rue avec son fils, puis je l'ai perdu de vue au détour d'une rue. C'était donc ça. L'avortement est illégal ici, et pas mal de flics avaient recours à ces services en douce. Mais vous comprendrez que je ne pouvais pas rester les bras croisés. 13 jours plus tard. Je me suis débrouillé pour connaître son vol. Le vol QD-267 à destination de Pékin. Je porte un chapeau qui couvre mes sourcils. J'attends adossé sur un pilier. Il est dans la file d'attente, il voyage seul. Il montre son passeport, on lui remet sa carte d'embarquement. Je le suis, les mains dans les poches. Il entre dans les toilettes des hommes, puis va dans la dernière cabine.
Je fais comme si je me lavais les mains. Des hommes entrent et ressortent sans vraiment faire attention à moi. Alors je me poste devant la dernière cabine, je l'entends déféquer. J'attends. Une goutte de sueur s'échappe de mon front et coule le long de mon cou. Ça gratte, mais je reste concentré. Il tire la chasse d'eau, ouvre un peu la porte. J'en profite, je le repousse à l'intérieur, il n'a pas le temps de protester. Une main sur sa bouche, l'autre sur mon silencieux. Une première balle dans son genou droit, puis une deuxième dans le gauche. Il tombe à genoux et me regarde les yeux écarquillés par la douleur. Il mord mes gants de cuir, ma main tient bon. Je relâche ma prise pour le saisir au cou de ma main gauche. Je remets le silencieux dans ma large poche. Je lève ma jambe et je décroche le couteau de chasse que j'ai à la cheville. Delo se met à rire. Il n'appelle pas à l'aide. Il semble se délecter du moment. Et quoi maintenant, inspecteur? Tout ça ne vous rendra pas le dahlia noir, ni les 8 autres femmes que j'ai tuées. Je le dévisage en espérant trouver des réponses. Mais je ne vois que le mal en lui, le sadisme, une cruauté intarissable. Qui sont ces hommes qui tuent par plaisir? Et tandis que l'interrogation rebondit sur la paroi de ma boîte crânienne comme un écho, je pose mon couteau dans la commissure gauche de ses lèvres. Je donne un bon coup et la chair s'ouvre. Je plaque ma main sur sa bouche pour étouffer son cri d'agonie, puis je pose le couteau sur l'autre commissure et je fais remonter la lame aussi loin que je peux. Ça bute contre l'os. Il me regarde sans toutefois implorer. Il ne s'évanouit pas. Je l'observe avec son sourire disproportionné et sa chemise de sang. Soudain, je suis pris d'un frisson jusque-là inconnu. Oh mon Dieu, que je me dis, je suis en train d'assassiner un homme. Le chef m'avait prévenu. Je suis trop impliqué émotionnellement, et c'est vrai. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'étais amoureux d'Elizabeth Powell. Nous allions nous marier. Et nous attendions un bébé. Rafadam. La frayeur. Amityville, New York, 1975. Je me réveille en sursaut. Assise sur mon séant, je cherche la petite lampe de chevet. J'ai un poids dans la poitrine. Je regarde mon mari. Il ronfle. Ses boules quiescent bien enfoncées dans ses oreilles poilues. Il a pas mal bu hier. Je sens ma gorge brûler, peut-être du reflux. Faut que j'arrête le café. Et tandis que je pense ça, je vais pour me servir un verre d'eau. Mais la carafe est vide. Complètement vide. J'aurais juré l'avoir remplie avant de me coucher. Derrick, réveille-toi. Quoi? C'est toi qui as bu toute l'eau? Et de quoi tu parles? Tu sais bien que je bois pas la nuit. Il laisse échapper son rire graveleux d'alcoolique. Si ce n'était pas pour mes 3 enfants, je ne serais plus avec cet homme depuis longtemps. La routine qui maintient la baraque. Je pose mes yeux sur la carafe, et là, j'ai la chair de poule. J'aurais juré avoir vu une forme vaporeuse bouger, comme si l'air se mettait à danser. Je veux pousser un petit cri, mais j'ai le souffle coupé. L'asthme me gagne. Je prends mon inhalateur et je reste là, congelé de la tête aux pieds, à scruter la carafe. J'aurais juré avoir vu l'air remuer à travers le verre. Je scrute la pièce, ses planches de bois au mur et au sol. Mon regard est attiré par le coin de la pièce qui se meurt sous le toit incliné. Il est totalement sombre. Je plisse les yeux. Je sens mon cœur s'emballer. Une goutte de sueur coule le long de mon front. Et là, je crois voir 2 yeux jaunes se dessiner dans le noir. Mais je sursaute au contact de sa main sur mon épaule. Chérie, recouche-toi, il est 3 heures du matin et je pars à 6 heures. J'aimerais bien dormir un peu. Hé, chérie! Le coin. Il y a quelque chose dans le coin. Il regarde, soupire, puis se lève. Je n'ose pas le retenir.
Il relève l'interrupteur et l'ampoule du plafond grésille. Zzz, zzz. La lumière finit par fendre les ténèbres. Le coin est vide, il n'y a rien. Mais j'aurais juré avoir rempli la carafe et j'ai senti un poids immense dans mon torse. Écoute, t'as fait un cauchemar, ma petite Edith. Pas de quoi s'affoler. Tu sais bien que les esprits me font peur. Il lève les yeux au ciel, pose ses mains sur ses hanches et dit « Quoi, c'est à cause de ce type qu'ils ont coffré, là ?»« Oui, il a tué son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Il a tué toute sa famille, Derek. » « Oui, et bien quoi? Il y a des fous furieux de nos jours, que veux-tu ?»« Mais comment tu te lèves en pleine nuit pour tuer toute ta famille? Comment c'est possible ?»« Je sais pas, moi. Il en avait peut-être marre de sa femme et puis il a complètement perdu la tête. Toi, parfois, tu me tapes sur le système et je te jure que je t'étranglerai. » Je n'ai pas réagi. Quand j'y repense, je me dis que je suis avec un malade mental. Non, il a perdu la tête parce qu'il était possédé. Derek, je crois que cette maison est hantée. Oh, génial, Edith. Tu veux peut-être aller raconter ça aux enfants, histoire qu'ils dorment confortablement? Non, vraiment, là, tu délires. Écoute, je te dis que je ressens des choses. J'ai toujours eu un sommeil de plomb et depuis que je suis ici, je dors à moitié, je me réveille exténué. Je crois surtout que t'es tendu à cause de l'argent qui rentrait plus. Mais là, ça va maintenant. On a acheté cette maison une bouchée de pain. Bon, ok, le passif fait un peu pâlir, mais rien de bien méchant. Personnellement, ça me fait rien. Tu ne veux pas aller voir si les enfants dorment bien? Il y a un silence. Il pèse le pour et le contre, mais il finit par soupirer. Derek, je dois l'avouer, ne m'a jamais dit non. Et c'est peut-être pour ça que ça a implosé en lui. Il met son peignoir bleu et sort. Je regrette déjà qu'il me laisse seul dans cette chambre. Je me recroqueville. Je hais cet endroit. Depuis le premier jour que j'y ai mis les pieds. Depuis le jour où Monsieur Tagana, qui a le resto de burgers, m'a parlé de cette histoire. L'ancien locataire a tué toute sa famille un soir de 1974. Il a dit au juge qu'une voix le lui a commandé, qu'il n'a pas pu s'arrêter. Moi, ça me fout la trouille. J'entends Derek faire craquer le bois du parquet. Il s'éloigne. J'entends les portes grincer sur leurs gonds. Je suppose qu'il passe une tête dans la chambre des enfants. Il referme. Et soudain, une porte claque. Ça vient du bas, dans la cuisine ou le salon. C'est rien, Edith. Je te sens venir, juste un courant d'air. Tu peux aller voir? Oui, j'y vais. Je dois dire que j'aime encore Eric pour quelque chose. Il est totalement imperméable aux histoires de fantômes. Et donc, vous l'imaginez, aux anges, à la spiritualité et à peu près tous les sujets qui m'intéressent. On s'est rencontrés, on avait 17 ans. Qu'est-ce que j'en savais, moi, du Derek qu'il allait devenir? Derek? Derek? Pas de réponse. Je me lève et je vais jusqu'à la porte de la chambre. Je passe une tête dans le couloir sombre. Derek ne me répond pas. Je ne l'entends plus marcher. Or, tout craque dans cette maison. J'attends. J'entends mon cœur battre si fort. Mon souffle chaud se perd dans la froideur du couloir. Il fait parfois anormalement froid dans certaines pièces. J'entends mon chien aboyer, Teki. Ça me rassure en un sens. Il aboie avec insistance. Ce qui m'a perturbé quand on a débarqué, c'est la façon dont il reste près de la porte d'entrée, sans bouger, le regard dans le vide. Son comportement est si étrange, comme s'il montait la garde. Normalement, le gros-père dort à nos pieds. Il aboie, mais ses aboiements proviennent de dehors. Puis plus rien. Derek ne remonte pas. Je commence vraiment à paniquer. Je vais à la fenêtre, j'ouvre les rideaux et je regarde en bas dans le jardin. Teki est allongé dans l'herbe, il ne bouge pas. Je cherche des yeux d'Eric. La lune pleine éclaire l'arbre un peu plus loin. Je devine une silhouette près du cabanon. La porte semble ouverte. C'est un trou de ténèbres. J'entends craquer dans le reste de la maison. Je sursaute. Et quand je regarde à nouveau par la fenêtre, je vois Derek une hache à la main. Il revient d'un pas décidé. J'ouvre la fenêtre. « Derek, qu'est-ce que tu fous ?» Il ne me répond pas. Arrivé à hauteur de Teki, je comprends.
Le chien ne bouge plus parce qu'il est mort. Je me rue dans le couloir et j'ouvre la porte de la chambre des enfants. Vite, papa devient fou. Je cherche un interrupteur, je le relève et là, je vois Tiffany avec sa petite culotte en sang. Je tourne de l'œil, mais ce n'est que ses règles. Debout, allez! Max et Albert froncent les sourcils, se frottent les yeux. Ils ne comprennent pas. La fenêtre de leur chambre est ouverte. Je l'avais fermée avant de les border. Qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Je ne réponds pas à Tiffany et je me rue vers elle. Albert et Max se joignent à nous. Ils prennent peur et me serrent, ce qui m'empêche de bouger. Ils sont pétrifiés. Eux aussi, ils ont noté une présence. Je cherche une arme du regard. Les planches de l'escalier craquent. C'est Derek qui revient. Les bruits se rapprochent. J'ai si peur que je ne sais plus quoi faire. Il apparaît dans l'encadrure de la porte. Il est blême, son regard se perd dans le vide et il tient fermement la hache des deux mains. « Derek, je t'en supplie, dis quelque chose. » Je finis par accrocher son regard. « Quelque chose ? Quelque chose ?» dit-il d'une voix blanche. « Quelque chose a tué Teki. » Quoi ? Quelle chose ? La porte s'est ouverte. Teki est sorti et je l'ai vu dans les airs. Puis son cou a craqué. Il est tombé dans l'herbe. J'ai cherché dans l'air le coupable, mais je n'ai rien vu, Edith. Je n'ai rien vu. Derek, du calme. Tu as peut-être mal interprété. J'ai vu, Edith. Tu as raison. Il y a quelqu'un qui rôde. Mais on ne le voit pas. On ne peut pas le voir. Il n'est pas de notre monde. Derek, arrête, tu me fais peur. Qu'est-ce que tu as fait à Teki? Rien. Ce chien devait mourir. Oh mon Dieu, Derek, tu lui as cassé le cou. Ce n'est pas moi, Edith. C'est la voix. Quelle voix? La voix dans ma tête. La voix dans ma tête. Il se rue vers nous, la hache bien en l'air, prêt à nous pourfendre. Et là, je me réveille d'un bond. Je pousse un cri qui le réveille. Ce n'était qu'un mauvais rêve, Dieu soit loué. Mais je tombe du lit en le voyant. J'en ai peur maintenant. Je suis encore sous l'effet du rêve terrifiant. « Quoi? Quoi ?» dit-il. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je suis à terre. Je recule sans toutefois me relever. « Ne t'approche pas !» que je lui lance. « Reste où tu es. »« Mais chérie, t'as fait un cauchemar, c'est tout. » Je le dévisage comme pour connaître la vérité. Et là, je vois la carafe. Elle est vide. Je vous jure que je l'ai remplie avant d'aller au lit. Et je ne fais pas de somnambulisme. Ce n'est pas Derek, ce n'est pas moi qui ai bu cette eau. La carafe, que je murmure. Derek regarde la carafe, puis me regarde à nouveau. Une expression de peur déforme son visage. Il a le souffle coupé. Je reste dans le coin sombre de la chambre, sous le toit incliné. « Quoi ?» que je lui demande. « Quoi ?» ? « Derrière toi. Derrière toi. » La montagne morte. Quelque part dans l'Oural, 1959. Jusque-là, le temps avait été clément. Environ moins 8 degrés. Mais les prévisions annoncent un vent glacial venu du nord. Ça veut dire du moins 20 ou du moins 30. Dyatlov regarde la carte où il a tracé leur itinéraire. Borovitch, une fille de 30 ans, s'empiffre de pain en face de lui. Ménine fait des grands avec son potage de légumes. Dans le coin, un feu de cheminée et quelques habitués ça et là. C'est le seul bar du coin parce que c'est le dernier village des hommes. Après, c'est la montagne morte et sa radioactivité. Sans doute un gisement d'uranium dans sa croûte. « Je vous sers du pain ?» demande le serveur, un indigène au teint foncé et ridé. Borovitch le regarde avec de grands yeux, puis laisse échapper un rire qui projette des miettes de pain dans la soupe de son collègue. « Je prends ça pour un oui », dit l'indigène sans témoigner la moindre émotion. « Vous êtes les alpinistes ?»
Oui, dit Dyatlov. On passe notre certification de niveau 3 avec l'université. Redonnez-nous aussi un peu de cette bière. Elle est drôlement bonne, qu'est-ce que vous y mettez dedans? Je ne peux pas vous le dire. Recette de ma grand-mère. Il y a un blanc. Ménine relève la tête. Quand il y a tension, son instinct de survie ressort avec force. Il dévisage l'indigène, veut lui dire qu'il n'aime pas trop le ton qu'il prend, ni cette forme d'hospitalité. Ménine est quelqu'un de très sensible. L'indigène soutient le regard sans sourciller. Ce que je peux vous dire, dit-il enfin, c'est que vous vous aventurez sur les terres de mes ancêtres. Et je dois vous mettre en garde contre le rorque. Nouveau silence pesant, d'autant que ceux qui sont attablés non loin relèvent la tête. Qu'est-ce que c'est que le rorque? Demande Dyatlov, même s'il a une petite idée. Vous devez le savoir, vous autres. Vous savez tout, n'est-ce pas? Vous êtes des érudits blancs. Hé, serveur, intervient Ménine. Crache ton petit conseil et ça ira. Le serveur s'en va d'un pas lent, sans paraître offensé, mais toujours avec la mine grave et franchement désagréable. Quel imbécile, ajoute Borovitch. Le rorque, c'est leur créature légendaire, ça fait partie de leur folklore. Moi, je suis alpiniste et scientifique, dit Ménine. Et un tant soit peu raciste, je crois. Ils en rigolent. Ménine n'a jamais aimé les tribus de l'Oural. On raconte des histoires terribles sur leur compte, comme quoi ils seraient cruels et cannibales. Et du calme, mes amis, dit Dyatlov. Cet homme ne fait que nous mettre en garde. C'est plutôt gentil de sa part. Bon, j'ai revu l'itinéraire, ça va commencer à monter, mais je pense que tu pourras suivre. Il relève la tête vers Ménine. Son genou lui fait mal, c'est toujours comme ça par mauvais temps. Mais la passion pour l'alpinisme prend en général le dessus. On m'a parlé d'un petit retranchement dans les bois. Un groupe de chasseurs y va régulièrement. Donc on devrait y trouver une cabane de bois et de quoi faire un feu. Je suggère que nous partons sans tarder, dès qu'on aura fini la bière. Le serveur revient avec une bouteille qui semble vide. En réalité, elle est pleine d'un liquide transparent. Tenez, il va faire froid, et cette boisson vous donnera chaud. Dyatlov la prend et le remercie d'un geste de la tête, après quoi ils boivent les bières qu'on leur apporte. Le rorque, pense Dyatlov tout en buvant. Il n'avait pas prévu ça. Un esprit cartésien comme lui a tendance à faire fi de ces légendes, surtout si elles entravent une expédition. 2 heures plus tard. Le vent est là, fort, sifflant. Il remue la neige et le brouillard se joint à la danse des flocons. Ménine doit s'arrêter sur le bas-côté. Son genou lui fait trop mal et le sac est bien trop lourd. « Continuez sans moi, dit-il. Je vais revenir par le même chemin et je vous attendrai à la taverne. » T'es sûr que c'est pas cette histoire de rorque qui te fiche les pétoches? Ah, très drôle, Borovitch. À mon âge, je n'ai peur que de l'arthrite. Allez, filez, il ne vous reste pas beaucoup de jours, si on peut appeler ça du jour. Ils lui font l'accolade, et Borovitch lui donne même un bisou sur la joue. Ils s'aiment bien tous les deux. Ménine regarde ses compagnons d'aventure disparaître dans le brouillard. Ce qu'il ne sait pas à ce stade, c'est qu'il vient de leur faire ses adieux. « J'espère que ça ira pour lui, » dit Dyatlov. « Je me sens mal de le laisser revenir seul. »« T'inquiète, Ménine est un dur. Il n'a qu'à revenir par le même chemin et d'ici quelques heures, il sera à la taverne, bien au chaud. Mais s'il lui arrive quelque chose, personne ne le saura, tu vois. Commence pas avec ça, Dyatlov. Contente-toi de planifier, sinon t'as tôt fait de divaguer. » Ils s'encordent l'un à l'autre, puis continuent leur marche en silence. Le vent vous frappe au visage comme des gifles venues de toutes parts. Il fait presque -30 maintenant. Et leur marche devient laborieuse, presque statique. « Faut qu'on se réfugie dans la forêt en contrebas, il y a trop de vent. »« Non, non, allons à flanc de montagne et montons la tente, on a trop grimpé pour redescendre. » Dyatlov pose ses mains sur ses hanches. On ne voit rien à 10 mètres. Pourtant, il croit percevoir du mouvement. « Qu'est-ce qu'il y a? T'as besoin de faire une pause? »« Non, non, j'ai cru voir bouger là-bas. » Elle regarde vers le haut, mais on ne voit que la neige et le brouillard alentour.
Continuons et montons la tente. Je commence à plus sentir mes doigts de pied. Tiens, prends un peu de ça. Il lui tend la liqueur de l'indigène. Elle boit goulûment, sans se faire prier. Ouf, la vache! Ça, c'est du schnapps, comme disent les nazis. File-moi un peu. Il boit trop vite et se met à tousser. Elle en rit. Ils se remettent en marche. Ils nivellent le sol pour pouvoir accueillir la tente. Les pelletés représentent un effort considérable. Leurs muscles sont engourdis par la douleur. Il faut se réchauffer. À l'intérieur de la tente, ils se changent. La liqueur de l'indigène les a rendus ivres. Pourtant, ils ont bien entendu. C'était quoi ce cri? Dit Borovitch tout en se rapprochant de lui. T'as entendu? Bien sûr que j'ai entendu. Je sais pas moi, peut-être un cerf à l'agonie. Ils attendent en silence. Le vent souffle fort. La nuit tombe. Leur cœur bat la chamade. Ils attendent. Ils attendent le cœur haletant. Mais ils n'entendirent plus rien cette nuit-là. Un mois plus tard. C'est Ménine qui alerte le premier l'université. Ses deux collègues n'ont plus donné signe de vie. Ils ne sont pas revenus à la taverne. Le temps de monter une équipe de recherche, plusieurs semaines ont passé. Ménine a tenu à en faire partie, malgré son genou. La tente est bien là, sous la neige. Elle a été déchirée de l'intérieur. On retrouve le corps de Dyatlov en contrebas, le visage dans l'eau du ruisseau. Il est pratiquement dénudé. Son visage a été effacé par le courant. Il a 2 globes noirs à la place des yeux. Ménine s'en va vomir à l'écart. Personne ne dit rien. Aucune trace de Borovitch. L'équipe doit faire vite. On ramène le corps. On prend ce qu'on trouve ça et là. Le brouillard revient et la nuit ne tardera pas. Il faudra revenir demain pour poursuivre les recherches. Ménine n'a pas envie de rebousser chemin. Il s'en veut de les avoir abandonnés, alors il leur doit bien ça. Et tandis qu'il scrute le haut de la pente enneigée, il a la désagréable sensation qu'on l'observe. « Il y a quelque chose dans la neige, » dit-il soudain. Les 2 hommes qui l'accompagnent s'arrêtent net et regardent le relief attentivement. Eux aussi, ils ont entendu parler du Rorke. On dit qu'il se cache dans la neige, que ceux qui le voient ne sont plus là pour en témoigner. On l'entend parfois au crépuscule, quand il sort de son silence et qu'il part chasser. L'un des alpinistes pose une main sur l'épaule de Ménine. Faut pas rester là. Ils rejoignent le gros du groupe en contrebas. On place le corps de Dyatlov sur une civière. Il a le crâne fracturé et la cage thoracique écrasée. Le vent souffle. Le groupe de recherche s'éloigne en silence. Et la semaine suivante, le groupe d'enquête publie ses résultats. C'est une force irrésistible et inconnue qui a causé la mort de Dyatlov et la disparition de Borovitch. Le boucher du Wisconsin. Wisconsin, 1957. La disparition de Bernice Warden ne passe pas inaperçue à Plainfield. Pour la simple raison qu'elle tient le magasin de prêt-à-porter au nord de la ville et que le caviste qui lui fait face, un Français immigré après la Deuxième Guerre mondiale, M. Dupontel, est du genre vigilant. C'est lui qui est allé voir la police. En fait, cette affaire n'a rien de mystérieux, si ce n'est les actes à peine descriptibles que nous nous apprêtons à conter. Mystère de l'homme et de sa cruauté. Dupontel dit à l'officier John Dowart ces mots. « J'ai vu le fermier rôder 2 jours de suite. J'ai pas précisément beaucoup de clientèle. Parfois, je me pose sur mon rocking chair et j'observe, vous comprenez. Donc ce type, je ne connais pas son nom, mais je sais qu'il vit isolé dans la ferme quand vous sortez par Nick Road. Bref, il faisait des allées-venues, faisait semblant de commander au bar, puis revenait pour la guetter par la fenêtre, sans jamais entrer, bien sûr. J'ai trouvé ça louche, bien entendu. Parce que je connais Bernice assez bien et qu'elle ne m'a jamais parlé de cet individu. D'ailleurs, si vous voulez mon avis, sa gueule me revient pas du tout.
Il a quelque chose de très dérangeant dans le regard, et sa façon de contracter la mâchoire. Comme s'il s'apprêtait à faire un coup. Vous savez ce qu'on dit sur ce type? Eh bien, quand sa mère est morte, une fanatique d'ailleurs, il allait tous les jours sur sa tombe pour la ressusciter à grands coups d'incantation. Ce type est fou. Et on dit que son père, alcoolique notoire, l'était tout autant. La folie, ça se transmet par les gènes, je vous le dis. Dupontel fait quelques digressions, mais son témoignage semble sincère et c'est la seule piste de l'enquêteur. Ce qui intrigue l'enquêteur, ce sont les circonstances de la disparition, qui n'est pas sans rappeler celle de Mary Hogan, survenue 3 ans plus tôt et toujours irrésolue. Sans parler de cet autre témoignage sur lequel nous reviendrons, celui de Madame Kipling. Doward remercie Dupontel et s'en va prendre son fusil. Il veut faire une descente surprise, sa spécialité. Il emmène Hadden et Buchanan, 2 bons flics sur le terrain, mais fainéants à l'endroit de la paperasse. Ils attendent aux abords du bois. Dans ses jumelles, Doward voit la ferme d'Ed Bolivar, le suspect numéro 1. Il y a de la lumière aux fenêtres, et de la fumée sort de la cheminée. Le pick-up bleu est rouillé et garé dans la boue non loin. Il commence à faire nuit. « On y va !» dit Doward, tout en faisant un large détour pour surprendre l'occupant. « Ah, je le sens pas !» dit soudain Buchanan. « On devrait peut-être attendre les renforts. »« Dis pas de conneries !» dit Howard. « Pas besoin de renforts. On est 3 et ce type vit seul. On va simplement lui rendre visite. »« Oui, avec de gros calibres. »« Oui, on est en Amérique, mon bonhomme, et on n'est jamais trop prudent. Allez, suivez-moi et restez groupés. » Ils arrivent devant l'entrée principale. A priori, Ed Bolivar, s'il est chez lui, ne les a pas vus. Doward toque à la porte. Il attend, l'oreille posée contre le bois de la porte. Personne ne vient. Il pose une main sur la poignée et la porte s'ouvre presque seule. Elle tourne sur ses gonds et les voilà entrés. Hadden referme délicatement derrière lui. « Monsieur Bolivar, police de Plainfield, vous m'entendez ?» Mais la voix de l'officier ne reçoit que le crépitement du feu dans la cheminée. Il fait plutôt chaud à l'intérieur, mais il y a une odeur nauséabonde et difficilement descriptible. Les officiers froncent les sourcils. Ça vous prend au sinus. Soudain, Doward aperçoit quelque chose dans le panier, près des bûches. Il avance la tête, puis il a un mouvement de recul. « Dans le panier !» dit-il tout en serrant son arme contre lui. Les 2 autres passent une tête par-dessus son épaule. Il y a là la tête de Bernice Worden. Ses yeux sont révulsés et sa bouche en sang. Des cheveux ont été arrachés par poignées. La coupe n'est pas très nette. Doward scrute la pièce, le fusil prêt à tirer. « Je crois qu'il n'est pas chez lui, » dit-il en murmurant. « On va l'attendre et... »« Il revient !» interrompt Buchanan qui pointe la fenêtre. Ed Bolivar descend la colline nonchalamment. Il est allé pêcher. « On se cache !» Hadden et Buchanan se postent de part et d'autre de la porte d'entrée. Doward s'accroupit pour éviter d'être vu. Il sue un peu du front. Il vient de poser un coup d'œil au rideau. Il y a quelque chose de bizarre. Il en a la nausée. Il vient de comprendre. Mais il se ressaisit. La poignée s'abaisse lentement. Ed pousse la porte qui s'ouvre en grand, puis se saisit du sac à poissons. Il est lourd. Quand il relève la tête, il voit Doward qui pointe son fusil sur lui. « Tu bouges pas, mon gars. » Buchanan et Hadden apparaissent et le saisissent. Il ne résiste pas. Son visage n'exprime même pas la surprise. Les 2 policiers le forcent à s'asseoir. « Je t'arrête pour le meurtre de Bernice Worden. Hadden va prévenir les autres. » Hadden s'en va en courant, tandis que Buchanan le menotte au pied de la table en bois massif avant de le prendre en joue à mi-distance. « Buchanan, tu lui éclates la cervelle s'il bouge. » Doward s'approche du rideau. Il n'est pas très sûr. Pourtant, il sait. C'est de la peau humaine. Et les abat-jours aussi sont faits de peau humaine. Tout comme cette paire de gants posée à même la commode de l'entrée.
Dowart sent la salive du vomi gagner sa bouche à mesure que la vision d'horreur se fait plus nette. Il aperçoit une pile de journaux et dessus, un sac en papier drôlement mis en boule. Il est imbibé de sang séché. À l'intérieur, la tête en décomposition de Mary Hogan. « Où est-ce que t'as mis le corps, salopard ?» Mais Ed n'a pas besoin de répondre à John qu'une réponse apparaît d'elle-même. Là, dans une pièce qui sert de débarras, le corps pendu par les pieds de Bernice. Elle a été vidée de ses entrailles. Son corps sans tête se balance légèrement au bout de la corde. Dowart est saisi de mutisme. Il ne bouge plus. Il en a vu des vertes et des pas mûres, mais là, c'est hors norme. Ce n'est que plus tard qu'il retrouvera dans la grange des visages et des ossements. Une dizaine de disparitions d'hommes et de femmes s'expliquent soudainement. Le boucher de Plainfield a été actif. C'est sans doute lui qui a tué son propre frère il y a de ça plusieurs années. Mais ce n'est pas tout. Dowart revient. On entend les patrouilles au loin. Va falloir photographier et tout passer au peigne fin. Cette maison de l'horreur sera tristement célèbre. Elle restera dans les annales. L'officier s'assoit devant Ed Bolivar. Il veut scruter son âme du regard. Les minutes sont longues. Buchanan se ressaisit pour ne pas appuyer sur la détente. Il est fasciné et dégoûté à la fois. « Une dame t'a vu rôder tard près du cimetière. Qu'est-ce que tu foutais là-bas » Ed ne répond pas tout de suite. Mais à quoi bon cacher la vérité ? Les restes humains suffiront à l'envoyer en prison pour le restant de ses jours. Dans son cas, ce sera plutôt l'enfermement à vie en hôpital psychiatrique. Réponds du con, je te pète la main. Inutile, monsieur Dowart. Je vais dans les cimetières pour y déterrer des cadavres. Dowart a envie de répéter la question, comme s'il n'avait pas bien entendu la réponse. 2 voitures se garent devant chez Ed Bolivar. 6 policiers en sortent et entrent presque en se bousculant. Le silence devient un peu plus pesant. On n'entend que la respiration lourde du gros Haden. L'un d'eux voit un bocal posé à même le sol. Des doigts et des yeux y baignent. Il ressort pour aller vomir. Les policiers restés dedans forment un cercle autour du tueur pilleur de tombes. « Ah, putain, t'es un champion, toi », finit par dire Dowart, soucieux de faire bonne figure devant ses flics. « Tuer les vivants ne te suffit pas, hein ? Faut que t'ailles emmerder les morts. » Ed ricane un peu. Son sourire ressemble plus à une cicatrice. Son père abusait de lui, enfant. Il l'empêchait de manger à sa faim. À 12 ans, il faisait le poids d'un enfant de 7 ans. Il a vu sa mère se faire battre et il a assisté au viol de son grand frère. Sa mère n'avait de cesse de pardonner son mari et de dire combien les femmes étaient impies, qu'une femme enceinte était engrossée par le diable même. Mais de là à finir comme ça... Voilà en quoi cette affaire est un mystère. L'homme peut être un être de lumière, mais il peut aussi devenir sans foi ni loi, renier tous les codes, franchir tous les interdits. Se vautrer dans l'abîme. La lumière est insondable, les ténèbres tout autant. « Embarquez-moi ce fou, » dit Dowart mal à l'aise. « Et vous me gardez un œil sur cet enfoiré. Faudrait pas qu'il se pende avant son jugement. » Il relève Ed Bolivar et le violente un peu. Ah, on a envie de se le faire, mais on tient bon. « Hé, Bolivar !» dit Dowart pris de zèle. « On a des lois dans le Wisconsin. C'est ce qui nous différencie des barbares. Et t'es pas au-dessus de la loi, on va te juger. Et t'auras la sentence que tu mérites. » Ed plaidera la folie, et le procureur acceptera d'ouvrir 2 tombes pour vérifier les dires du nécrophile. Bolivar sera déclaré fou au moment du crime, mais les experts psychiatres, pour calmer la presse, diront qu'un procès sera envisageable d'ici quelque temps, selon son évolution psychiatrique. Mais Bolivar a fini ses jours interné. Il est mort d'un cancer de l'intestin et d'une insuffisance cardiaque. C'est un miracle que Bolivar ait pu survivre à la colère qui gagna tout le Wisconsin.
Sa tombe fut vandalisée et profanée. Sa pierre tombale a finalement été transférée en 2001 dans un musée, dans le comté de Woshara. Si d'aventure vous passez dans le coin, ça vous fera une visite culturelle.